Le gouvernement béninois a trouvé un nouveau marché pour l'écoulement du soja béninois. Il s'agit de la République populaire de Chine. C'est à travers un protocole d'accord qui a été signé entre la direction générale, la direction en charge de la protection des végétaux du Bénin et l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine. Quelle est la portée économique de cette situation? On en parle ce matin avec un chroniqueur économique, bien sûr, François-Xavier Noumon. Bonjour. Bonjour Gilles Chris, bonjour la Bonjour. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour Gilles Chris, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal, vous êtes chargé aux enquêtes et aux dossiers au niveau donc de ce quotidien. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est moi. Et puis Jean-Del Etienne Glessoubé, bonjour. Gilles Christidi, bonjour. Lali, bonjour. Vous êtes journaliste en service à la radio Cap FM. On ne vous présente plus. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre appel. François-Xavier Noumon, le soja béninois sera exporté vers la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que chroniqueur? Je pense que c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour, disons, on va dire, l'agriculture béninoise en général et le soja de façon spécifique. Il faut dire que depuis 2016, le nouveau gouvernement a mis un peu d'ordre dans, disons, autour de cette filière qui, il faut le dire, ces dernières années, il y a quand même eu ces dernières années un boom dans la production de soja. Il y avait on va dire un petit désordre entre les traders, ceux qui achetaient principalement les Turcs, les Indiens, ainsi de suite. C'était un peu ce qui se passait dans le secteur des noix de cajou. Donc il a fallu un peu faire le ménage dans ce secteur et rendre les produits beaucoup plus traçables pour que déjà, d'une part, les paysans soient protégés et que, surtout au niveau des prix fixés chaque année et que l'État puisse avoir une vue claire sur ceux qui achètent et et tout le circuit d'exportation jusqu'au destinataire final. Pour la Chine, c'est un peu particulier parce qu'il y a un contexte. Depuis 6 mois environ, on va dire 6 mois, ça s'est matérialisé, mais depuis la présidence de Trump, il y a une guerre commerciale qui s'est installée entre les États-Unis et la Chine et qui s'est exacerbée au fil des mois. Alors que le premier marché d'importation du soja pour la Chine, ce sont les États-Unis. Donc, en guise de représailles contre ce marché américain, les Chinois ont décidé aussi de surtaxer, puisque la guerre économique qui s'opère entre ces deux puissances depuis ces derniers mois s'opère à coup de taxation, je taxe tel produit, l'autre surtaxe en retour, ainsi de suite, pour équilibrer un peu la balance. La Chine a dû surtaxer les importations en provenance des États-Unis, ce qui a fait du coup que les prix se sont surenchéris et qu'il y a eu un ralentissement de l'importation de cette matière première depuis les États-Unis. Alors la Chine la Chine s'est dans un premier temps rabattue sur le Brésil. La Chine a augmenté ses importations depuis le Brésil et s'est mis tout azimut à rechercher comment il peut compenser ce gap vis-à-vis des États-Unis. La production béninoise est quand même conséquente et ça devrait augmenter au fil des années. Donc il est tout à fait naturel que la Chine s'intéresse à un pays comme le nôtre, étant donné les liens d'amitié et de coopération qui existent depuis des années. Voilà. Donc puisque si je me réfère à cette rencontre, il est question d'un contrat d'achat sur plusieurs années. Justement. Donc c'est tout bénéfice. C'est tout bénéfice pour nos agriculteurs et pour toute la filière en général. Voilà. Ouais. Félicien Fagnon, que la Chine s'intéresse au soja béninois, est-ce une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle et moi je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur les réformes qui ont conduit à cette décision parce que vous savez, la Chine ne décide pas d'aller vers un pays, juste parce que la tête de celui qui est au pouvoir plaît ou bien, on a un ami dans le pays. Oui. C'est beaucoup plus grâce donc, au travail que vous faites, à la qualité du travail que vous faites. C'est ça qui fait que ça attire la Chine parce que c'est un pays qui est quand même rigoureux sur un certain nombre de produits. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il est dit que qui sera analysé les conditions sanitaires et phytosanitaires, d'accord, et surtout de conservation de notre soja d'abord. C'est pour ça qu'ils ont fait un contrat de 2 ans renouvelable. C'est-à-dire que si au bout de 2 ans,
notre pays ne respecte pas ces conditions-là, ce ne sera pas renouvelé. Les deux pays, d'ailleurs, l'un ou l'autre peut dénoncer donc le contrat et puis ça va être rompu. Et donc, c'est pour dire qu'il y a une réforme qui a commencé par être faite depuis 2016. Il y a un travail qui a été fait. Déjà, je crois, en 2017, ça a été mis en œuvre à travers donc, la répartition du pays en des compartiments, en agences territoriales de développement agricole. Et ça a fait que dans chaque zone, on développe la filière appropriée à la culture, à la terre qui est dans cette zone-là. Et ça ressemble un peu à un pays européen que j'ai eu la chance de visiter l'année dernière où, chez eux, c'est que vous ne pouvez pas, par exemple, vous lever quelque part à Gogounou, dire que vous allez faire de l'igname, en même temps du maïs, en même temps, non. C'est-à-dire que si c'est à Gogounou, vous faites de l'arachide, c'est que vous faites rien que de l'arachide. Vous allez dans une autre commune, à Kandi, par exemple, vous faites rien que du maïs. Et il y aura des échanges entre ces deux localités-là. Et donc, je crois que c'est vers là que notre pays s'en va en créant des pôles de développement agricole. Et c'est ça aujourd'hui qui a permis la production donc quantitative de soja et qualitative aussi bien sûr de soja, mais on n'avait pas un marché d'écoulement qui donc pourrait donc rendre cela profitable à nos producteurs. Et ça là que cette opportunité que le Bénin vient de trouver va soulager un peu les producteurs et relance donc l'idée sur la diversification agricole. Très bien. On va revenir à cet aspect de la question tout à l'heure. Jean-Del Soubé, le soja béninois qui sera donc exporté vers la Chine, est-ce que c'est le couronnement de nos efforts ici au Bénin? C'est un offre de soulagement. On ne peut pas arriver à ce niveau-là si rien n'est fait. Si rien n'est fait parce que le gouvernement a mis les moyens. Mais en dépit de tout, c'est une politique qui a été mise en œuvre. Parce que lorsqu'on parle du soja béninois, ce n'est pas aujourd'hui que cela existe. Et quand vous lisez bien le protocole d'accord, comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Félicien, on met l'accent sur la qualité du soja béninois. Non seulement ce qui est produit par les producteurs, et également les conditions de conservation du soja. Et c'est ça qui vont garantir l'exécution de ce protocole d'accord. Ça veut dire qu'en amont déjà, il y a eu un travail qui était fait avec les producteurs à la base. Et c'est ça qui a conduit la Chine aujourd'hui à dire, bon, on peut signer un protocole d'accord avec le Bénin. Quand aujourd'hui maintenant, c'est une joie pour les producteurs, ça veut dire que ce qui est fait à la base, c'est de très bonne qualité. Eh bien, je pense qu'il faut encourager cette initiative-là du gouvernement. Et vous avez vu, il y a une semaine, on parlait, quand on évoquait la question de la fermeture des frontières, on dit, mais le Bénin peut mieux faire, le Bénin, quand l'on recherche d'autres zones d'exportation des produits. Ça veut dire que le gouvernement est dans une démarche où tout est réfléchi, tout est préparé. Eh bien, quand on écoute aujourd'hui ces producteurs-là, c'est un offre de soulagement. Et l'autre chose, c'est que la quantité qui est produite aujourd'hui, ça dépasse considérablement ce qui se faisait. Parce que c'est des gens qui se concentrent aujourd'hui maintenant un peu plus sur, c'est-à-dire cette qualité de culture. On ne fait plus tout au même moment. Il y a des périodes bien déterminées pour le faire. Et on sait que dans cette localité-là, c'est ça que l'on produit. Ça met le producteur à l'aise. Il a plus de temps pour produire. Et du coup, il sait que lorsque je produis, j'ai quand même une destination pour écouler mon produit. Il est à l'aise dans ce qu'il fait. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour, non seulement pour l'économie béninoise, pour le pays, parce que ça crée encore de la richesse. Oui. Parce que le producteur... C'est la question que j'allais faire à François-Xavier Noumon. On connaît le coton, on a tout le temps entendu parler du coton. Ces dernières années, on parle aussi des cultures vivrières, des céréales, ainsi de suite. En quoi le soja participe à notre développement économique? C'est une filière de plus, et le gouvernement l'a très bien compris en faisant un programme spécifique pour le développement du soja, comme ça a été fait pour l'ananas, le karité, ainsi de suite. Tout ce qu'il y a eu comme négociation au cours de la réunion, les conditions phytosanitaires, ainsi de suite, c'est un peu comme ce qu'il y a eu, que le gouvernement a présidé il y a quelques temps quand le ananas béninois est revenu sur le marché européen pour respecter les normes de qualité, ainsi de suite, et pour rendre les produits simplement plus compétitifs à l'international. Vous faites bien de poser la question par rapport au coton, ainsi de suite, parce que il faut dire que nos paysans ont eu l'habitude depuis des lustres de migrer de telle culture vers une autre quand on peut en tirer un peu plus de bénéfices. Quand le coton était en panne,
beaucoup se sont rabattus sur le soja, avec l'appel venant des pays traditionnels qui venaient prendre notre soja, je veux dire la Turquie, l'Inde, le Pakistan, ainsi de suite, et dans une moindre mesure, puisqu'il faut dire que sur le marché européen, le soja est destiné principalement à la nourriture des bétails. En réalité, c'est sur à quoi c'est au-delà de la fabrication des produits de consommation pour les bébés, l'enfance, ainsi de suite. Il y a un grand marché, un grand boom pour la fabrication des produits à destination des animaux. Donc, cette partie de l'Europe et de l'Asie, c'était un peu comme un marché captif pour notre pays. Donc, avec la façon dont le gouvernement a remis sur pied avec énormément de succès la filière coton, il s'est fait que, parce que quand vous regardez entre 2006 et 2016, on est autour un peu moins de 200 000 tonnes. On était autour de 160 000 tonnes. Et il faut dire que beaucoup ont migré vers le coton simplement parce que le coton est beaucoup plus attractif, c'est mieux payé, c'est mieux organisé, il y a le secteur en plein boom. Donc aujourd'hui, comme mon confrère l'a dit, ce qui vient de se passer va en quelque peu redonner un souffle de vie à la filière, simplement parce que les paysans savent aujourd'hui à quoi s'attendre. Il y a un marché sur lequel on peut exporter, les conditions sont clairement établies et simplement je pense que avec le plan d'action qui a été mis sur pied concernant le coton, le maïs par ailleurs, je pense que dans quelques années ou du moins dès l'année prochaine, avec la même méthodologie, on pourrait tout simplement se retrouver à des récoltes un peu plus importantes, 200 000 tonnes, 300 000 tonnes, pourquoi pas 500 000 tonnes. Et dans la sous-région, je pense qu'à part le Nigeria qui en fait, on est plutôt les leaders dans la production du soja. Donc c'est une très bonne nouvelle et ça colle très bien avec la volonté du gouvernement d'opérer une transformation profonde de l'agriculture. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, l'Agence nationale de mécanisation agricole a été installée. Donc en fait, c'est toute une architecture que le gouvernement est en train de mettre en place pour booster une bonne fois pour toutes la production agricole dans notre pays. Très bien. Félicien Fagnon, est-ce que c'est le signe de la matérialisation, de la diversification du secteur? Bien sûr, je le disais tantôt, j'ai dit qu'il y a il y a un projet de diversification donc, des produits agricoles du Bénin. Il a dit tout à l'heure, le coton est organisé, il n'y a pas de problème, il y a le karité, il y a également le kaju, il y a l'ananas. Maintenant, c'est le soja qui est en train de prendre. Et c'est vrai que moi j'ai une inquiétude si on peut compter sur donc la création de ces pôles de développement agricole là, c'est bien, mais j'ai une inquiétude, c'est que les produits vivriers pourraient être menacés. La production de produits vivriers pourrait être menacée. Parce que, vous savez, la Chine, ça fait près d'1,5 milliard, je crois, donc de population. Et je crois que si on doit vraiment exporter donc notre soja vers la Chine et que le coton prend déjà, parce qu'il faut avouer que le coton prend, je crois ce mois ou bien le mois prochain, le Bénin est invité d'ailleurs à une foire importante, à une foire mondiale d'ailleurs sur le coton, parce que nous sommes l'un des meilleurs au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et si ça prend, avec les autres produits qui sont en train de prendre, je crois que les producteurs vont carrément abandonner la production de produits vivriers, parce que nous-mêmes on en consomme combien, et ça pourrait nous créer d'autres ennuis. Donc l'autre défi du gouvernement, c'est de travailler à ce que les jeunes, c'est-à-dire puissent donc aller vers l'agriculture. Et donc, il faut valoriser tout ce que nous avons comme terre avec les vallées. Il faut qu'on puisse commencer par penser à les valoriser tout de suite. Sinon, si la Chine maintient le contrat et que le coton maintient ce cap-là avec les autres produits, notamment le karité, le kaju et autres, je pense que d'ici très peu de temps, je pense qu'on aura encore besoin de terre pour vraiment satisfaire à toutes les demandes qui nous attendent là. Et là, c'est la jeunesse qui va beaucoup gagner. Et donc, il faut investir beaucoup dans la valorisation des terres, mais beaucoup plus de la formation de la jeunesse. Et donc, en créant beaucoup de lycées agricoles pour former ces jeunes-là et décourager un peu l'enseignement général qui fait que, les gens, ils étudient, ils finissent, ils n'ont rien. Alors qu'ailleurs, il y a quand même des potentialités qu'on peut développer pour pouvoir donc évoluer. Très bien, Jean-Del Etienne Grissoubi. Non, je pense que le gouvernement est dans une dynamique et j'ai coutume de dire qu'il ne revient pas à l'État de créer de l'emploi, mais il met en place le mécanisme qu'il faut. Et quand on estime que le gouvernement ne crée pas de la richesse, ne crée pas de l'emploi,
on ne devrait pas se mettre dans une dynamique qu'il faut forcément s'attendre à un concours. Et donc, les jeunes eux-mêmes doivent s'approprier à chaque étape pour dire, ah, il y a quelque chose que je peux faire. Lorsqu'on arrive à promouvoir la diversification de ces produits-là, mais on crée de la richesse, on crée de l'emploi. Aujourd'hui, le taux de croissance de notre pays a connu quand même quelques progrès et ça se sent directement à la base, déjà au niveau de ces producteurs-là. Si on doit exporter le soja vers la Chine, ça veut dire que le producteur, si pour une année, il arrivait à produire 1 tonne, il doit augmenter. Et quand il augmente, il a besoin forcément de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est local. Ça veut dire que c'est des jeunes qui doivent travailler avec lui. Et tout ça, c'est des emplois indirects qui sont en train d'être créés. Mais pour le faire, il faut que le jeune aussi se dise, je n'ai pas besoin forcément de faire de longues études pour gagner ma vie. Et donc, c'est à cela qu'on doit commencer par éduquer la jeunesse. Si tout le monde était comme moi, on allait fermer déjà même, c'est-à-dire l'enseignement général. Parce que, regardons le nombre de chômeurs que l'on déverse chaque année sur le marché de l'emploi. Je crois que reste sur ce chemin, le gouvernement est en train de faire des efforts avec des lycées techniques, des lycées agricoles qui s'inaugurent par-ci par-là. Beaucoup se fait, mais on n'a pas besoin forcément de dire tous les ministres dans les champs avant d'avoir la réalité et le concret. Donc, en réalité, pour faire court, c'est que la diversification agricole est vraiment en cours. Ça dit, bon, ça prend encore. De 2016 à aujourd'hui, il y a même des produits qu'on ne savait pas qu'on cultivait ça au Bénin. Et donc, on est en train de les promouvoir. Et c'est-à-dire, il faut quitter Cotonou, c'est-à-dire les villes développées. Et quand on entre un peu, pour ne pas dire le Bénin profond, et quand on questionne les producteurs, les paysans à la base, vous savez que le paysan béninois aujourd'hui vit mieux, plus qu'un peu. Parce qu'il produit, il sait que quand je produis, je vends directement. Lorsque nous prenons, c'est-à-dire le coton qui aujourd'hui a connu une croissance vraiment considérable, on prend l'ananas, le noix de cajou, le karité, tout ça là, c'est vrai que ça existait. Mais la politique aujourd'hui qui encadre le secteur, ce n'était pas avant. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faits par le gouvernement dans ce sens-là. Très bien. François-Xavier Noumon, avec ces différents efforts qui se font, le grand défi aujourd'hui, notamment par rapport à la filière soja, c'est la conservation, ce sont les conditions phytosanitaires. Comment peut-on réussir à relever ce défi? Parce que c'est un contrat de 2 ans, certes, mais 2 ans, ce n'est pas l'éternité. Et si on ne réussit pas bien, ça peut chuter. Oui, non, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau, puisque le gouvernement... Qui sont les acteurs impliqués dans ces processus? Le gouvernement l'a déjà fait. Parce que vous savez, je prends un exemple, entre l'ananas, je prends l'exemple type de l'ananas, puisque ça s'est fait devant nous. L'ananas, la conservation est encore plus compliquée que les graines de soja, parce qu'il y a des conditions très précises. L'État avec le... Ça peut vite pourrir. Oui, l'État avec l'apport de quelques partenaires au développement a installé à l'aéroport de Cotonou un dispositif frigorifique pour aider les producteurs à stocker, parce que ça se joue parfois en termes d'heures, en termes de jours. Il suffit qu'un cargo ait un retard de quelques heures. Par le passé, ça suffisait pour détruire, parce que le marché européen, contrairement au marché chinois, est beaucoup plus strict, même s'ils sont des barrières, ce sont souvent des barrières à l'entrée. C'est un cahier de charge très précis, au pifomètre près, donc ça peut mettre à mal toute la production de toute une région et faire perdre beaucoup d'argent aux producteurs. C'est la même dynamique que ce que les Chinois sont en train de faire. En fait, pour exporter dans tous les pays sérieux, bon, il y a un cahier de charge. Si je veux acheter cette banane chez vous, voilà, je vous dis sur à quoi je devrais m'attendre. Voilà, telle taille, telle condition, il faut pouvoir récolter de telle manière, ainsi de suite. Après, on va parler des parasites, ainsi de suite. Voilà, c'est juste un cahier de charge, on va dire. D'autres diront les normes de qualité, ainsi de suite. C'est tout ce mélange-là, c'est ce que la Chine est venue négocier avec le Bénin. La douane est partie prenante de cette réunion, simplement parce qu'il faudra négocier tout ce qu'il y a comme taxation à l'import, à l'export, ainsi de suite, pour pouvoir donner une feuille de route claire au producteur, pour que le producteur sache que depuis son champ, tout ce qu'il a à faire, tout le cahier de charges auquel il doit satisfaire pour que son produit puisse être exporté. Donc je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est habituel dans ce genre de deal. L'autre chose, c'est que
réellement la diversification est en marche. Le soja, le marché chinois, la Chine importe grosso modo chaque année un peu plus, en moyenne 7 millions de tonnes. Donc, on est un peu moins de 200 000 tonnes. Donc, oui. on a de la marge. Ça ne veut pas dire que demain, on va exporter 4 millions, 7 millions. Mais je vous donne les chiffres pour que vous compreniez un peu le gigantisme du marché chinois. C'est près de 7 millions de tonnes. Donc, il y a de la marge. Il y a de l'avenir dans ce secteur. Maintenant, l'autre chose, on parlait de transformation. Parce que le ministre en parlait tout à l'heure. Dans ce contrat bien précis, la Chine veut simplement nos soja. La Chine ne veut pas que nous transformions. C'est vrai que c'est pas, on va pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle simplement parce qu'on a un marché d'exportation. Oui. Mais de l'autre côté, je pense que c'est aux Béninois d'abord que ça doit parler. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu la chance de travailler sur un documentaire à destination du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, et on était dans une association à Alada, et je vous dis, ils font du soja. Oui. Je vous dis qu'ils ont à peu près 2000 tonnes d'huile de soja stockée, qui n'arrivent pas à écouler. Wow. En fait, tout l'hectare, qui je pense ça fait à peu près 1 hectare, avec des bâtiments, il n'y a que d'huile de soja dedans. Et je leur posais la question, pourquoi on en vendait? Non, les Béninois, certains en consomment, c'est disponible, mais les gens n'achètent pas. Et je pense que c'est encore un peu moins cher que les huiles importées. Donc, je pense que la transformation est déjà une réalité, les producteurs le font, mais simplement, ils ont un mécanisme transformé. La Chine ne veut pas... parce que la Chine ne veut pas forcément, pour connaître un peu bien le marché chinois, encore une fois, le soja est destiné à l'alimentation des bétails en priorité. Parce que le soja nourrit une autre filière qui est la filière des cochons, on va dire la filière porcine, qui booste vraiment cette filière. Donc c'est une filière qui soutient une autre filière. Donc nous, il y a le défi de la transformation se fait déjà, le gouvernement l'encourage, mais il faut que le marché national puisse s'intéresser à ce type de produits, parce qu'il ne suffit pas de professer consommons béninois, alors que il faut passer aussi aux actes. Voilà. Je posais tout à l'heure la question liée aux conditions de conservation. À qui revient fondamentalement ce rôle? Est-ce que ces acteurs-là savent exactement ce qu'ils doivent faire? Oui, je pense que la Chine a certes posé ces conditions, mais il y a aussi que il y a au Bénin des techniciens qui s'occupaient de ce volet-là, et ça part même de la production jusqu'à la conservation, parce que ce n'est pas seulement lors de la conservation que les produits sont utilisés. Déjà même le soja, déjà une fois les graines mises en terre, il y a d'abord des produits phytosanitaires qui sont utilisés pour le traitement. D'accord, pour le traitement. Donc ça part de là en fait, parce que lorsque vous utilisez des produits qui sont donc nuisibles à l'organisme, ou bien même nuisibles à ces animaux là, donc je pense que ce ne serait pas très bien. Donc ça part de là, et je suis certain, je n'ai pas lu le contrat, mais je suis certain que une mission technique de la Chine aussi va suivre avec eux les conditions d'abord de traitement et puis ensuite de conservation, sans quoi ça ne pourrait pas donc marcher. Et nous avons au Bénin des techniciens qui s'en occupent, et tous les produits que nous utilisons aujourd'hui, les produits phytosanitaires qu'on utilise aujourd'hui, c'est des produits d'abord analysés d'avance, puis ensuite commandés. On sait que c'est des produits qui sont adaptés au traitement du produit dont il s'agit. Et donc sur ce plan, il ne devait pas avoir d'inquiétude. Mon inquiétude, comme je le disais, c'est la quantité, de la production, et c'est là où nous avons vraiment un gros défi à relever. Et que ça ne vienne pas essouffler les autres filières, c'est un peu ça. Surtout. Très bien. On verra un peu les mécanismes mis en place dans ce sens. Et vous le savez, on le disait dans l'introduction d'ailleurs de cette émission, le programme d'action du gouvernement qui est en cours depuis 2016, c'est une feuille de route pour l'exécutif en place, évaluée à 9 036 milliards de nos francs CFA. Eh bien, à la question de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la mobilisation de ces fonds, le ministre Abdoulaye Biotchane a répondu face aux partenaires techniques et financiers ce mardi, et il a avancé la thèse selon laquelle, François-Xavier Noumon, les fonds ont été mobilisés à hauteur de 54,70%. Vous êtes chroniqueur économique, ce n'est pas forcément sorcier lorsqu'on dit qu'on a mobilisé des fonds pour concrétiser des projets, mais comment est-ce que cela se fait? Cela se fait simplement déjà le BABA par ce que vous dégagez déjà de votre secteur, de votre programme. Quand vous êtes une entreprise et vous voulez lever des fonds,
ce qui convainc déjà, c'est ce qui doit convaincre celui qui met les fonds à disposition, c'est déjà la fiabilité de ce que vous mettez sur la table, les chances de réussite et le procédé, le process, comment vous arrivez, comment vous comptez arriver à vos fins. Et on peut dire que sur tous ces 3 points, le gouvernement a coché toutes les cases. Hein. Le gouvernement a, disons, a performé dans tous à tous ces points, simplement parce que au résultat, quand on compare ce qui était envisagé et le résultat pratiquement à mi-parcours, on peut dire que le gouvernement a réalisé un exploit. Parce que je ne vous cache pas que quand le péage a été lancé, les chiffres valsaient ici et là, beaucoup ont regardé ça de façon sceptique, simplement parce qu'il y avait déjà eu un mauvais précédent avec, souvenez-vous, les 6 000 milliards lors d'une grande conférence économique quelque part dans Paris. Donc beaucoup avaient jasé, non, voilà, ils sont trop ambitieux, beaucoup avaient dit, même certains partenaires, non, parce que quand vous regardez les fiches économiques, les fiches des économistes, même je pense de la BAD, et non, je ne dis pas le FMI, mais une autre organisation internationale, on trouvait quand même que le Bénin était un peu trop ambitieux par rapport à la taille de l'économie. À mi-parcours, on se rend compte que non, ce n'était peut-être pas si ambitieux que ça. Je pense que je voudrais dire l'envie du gouvernement de transformer ce pays correspondait bien, justifiait bien cet appel de fonds qui a été lancé en décembre 2016. Voilà. Donc je pense que le gouvernement a su rester crédible. Le gouvernement a présenté un programme clair. Les partenaires techniques et financiers ont eu très tôt confiance dans ce programme, simplement parce qu'ils avaient la garantie qu'on arriverait, que ce gouvernement, cette équipe avait les capacités, la conviction, les potentialités pour transformer l'essai. Et donc c'est tout naturellement que ces partenaires, et il faut voir quand même la diversification en moins de 4 ans, comment nous avons réussi, le gouvernement a réussi à diversifier le panel de partenaires que nous avons au-delà des partenaires techniques traditionnels. Donc je pense que c'est un grand coup que le gouvernement a réussi. Il reste encore une bonne part de ces 9 000 milliards à aller chercher. Oui. Et avant-hier, les partenaires se sont montrés disponibles pour accompagner le gouvernement, parce qu'encore une fois, ils y croient. Ils ne l'ont pas caché, ils y croient. Et surtout ils croient dans la méthode et la manière de gérer un peu les fonds qui sont mis à disposition. Les résultats sont concrets, on peut le voir sur le terrain. Et donc je pense que l'alliance gouvernement et partenaires techniques financiers, cette alliance est encore promise à de beaux jours, et pour le bonheur des Béninoises et Béninois. Voilà. Jandel, qu'est-ce qui rend confiants les partenaires financiers pour que on puisse mobiliser ces fonds-là? Vous savez, chez moi on dit il faut encourager celui qui est en train de travailler, sinon il risque de baisser les bras à un moment donné. Je pense qu'en toute honnêteté, il faut reconnaître le pragmatisme et le dynamisme avec lequel le gouvernement est en train de conduire la mise en œuvre du PAG. Parce que personne n'a oublié tout ce qu'on a dit au lendemain, là, où on a essayé de présenter à la face du monde le projet du gouvernement. C'est vrai, il faut rêver gros pour réaliser peu qui aussi serait gros. Mais ce qui m'a le plus impacté, c'est qu'on n'a pas besoin de quitter le territoire national pour aller rechercher des fonds, c'est-à-dire aller organiser une conférence ailleurs pour dire on est en train de rechercher des moyens pour réaliser les projets contenus dans le PAG. Ce qui donne la confiance aux partenaires, c'est la gouvernance. C'est l'assainissement des finances publiques. Lorsqu'on met les moyens à disposition et qu'on n'arrive pas à réaliser les projets, ça ne donne pas une garantie pour le partenaire de continuer à investir. Et donc, c'est pourquoi l'assainissement des finances, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, ça donne la garantie pour les partenaires. Et lorsque vous présentez un projet, même quand un enfant demande de l'argent à son père, le père peut refuser pas parce qu'il n'a pas, mais parce que l'enfant n'a pas su défendre
pour bien expliquer le bien fondé de ce qu'il veut faire avec les ressources. Aujourd'hui, le gouvernement a les mots qu'il faut, a l'aptitude nécessaire et sait convaincre les partenaires. Et lorsqu'il convainc les partenaires, on constate que c'est un projet bien structuré. Et ça dit, avant même de réaliser les projets, il y a une étude, il y a des études qui sont réalisées. Et donc, la méthode dans la mise en œuvre du PAG, ça donne encore confiance aux partenaires. Lorsque j'investis de l'argent, forcément, on a un résultat, c'est-à-dire très positif. Et quand on écoute le représentant, c'est-à-dire le porte-parole des PTF, lorsqu'on l'a écouté, on a encore l'assurance qu'ils sont disposés à accompagner le gouvernement dans la mobilisation du reste des ressources. Et à l'étape aujourd'hui, 54% de mobilisation, ça dit c'est à saluer comparativement à d'où nous venons. Parce qu'il faut regarder là où nous avions quitté le pouvoir, là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'au moment où on le faisait, on n'avait rien pratiquement pour dire, bon, voilà déjà ce qu'on a. Et également, les réformes à l'interne, lorsqu'on crée certaines conditions pour demander aux compatriotes de contribuer un peu plus, il y a aussi de la richesse à l'intérieur du pays. Et on a serré les ceintures, mais le résultat est là. On préfère serrer les ceintures de cette manière-là et montrer aux partenaires techniques qu'on est capable, nous aussi, de faire de bonnes choses. Donc, la confiance, c'est dans la méthode, ce qu'ils ont vu, qui donne l'assurance qu'on peut accompagner le gouvernement. Félicien Fagnon, ce sont les actions du gouvernement qui valent ces avancements-là dans la mobilisation des ressources? Oui, c'est pour ça que je voudrais préciser qu'en réalité, quand on dit PAG, tout n'avait pas besoin forcément de ressources financières. Non, il y a des réformes. Donc, qui faisait donc partie donc, de ce programme d'action du gouvernement. Et je rappelle qu'il a été donc lancé le 16 décembre 2016 pour 5 ans. Et il faut féliciter les gens, mais moi je crois qu'il faut il faut aussi mettre la pression à ceux qui sont chargés donc, de la mobilisation des ressources, parce que je crois que dans quelques semaines, ça va faire 3 ans que le PAG a été lancé, dans quelques semaines bien sûr. Et si nous sommes à 54%, c'est que nous avons vraiment du travail, parce que c'est en 2021 que ça finit réellement. Donc on a un peu plus que 2 ans encore pour atteindre donc la mobilisation à 100%. Et donc il y a du travail à faire, mais il faut quand même saluer ce qui se fait, parce qu'il y a plusieurs domaines. Il y a la justice, nous voyons déjà ce qui se fait au niveau donc de l'enseignement. Le sport, beaucoup ont vu, mais beaucoup n'ont pas pensé au PAG, parce qu'en réalité, en 2016, tout ce que nous avons vécu en 2019, donc en juin 2019 dernier, tout cela avait été donc prédit déjà. On avait dit il y a un travail à faire. Si nous arrivons à faire ce travail, nous aurons peut-être des résultats. Et on a eu effectivement les résultats lors de la dernière année, avec les exploits qui s'en ont donc suivis. Il y a également plusieurs secteurs où nous avons des résultats. Il y a l'asphaltage, je dis que nous voyons. Les gens oublient le PAG, ils oublient que tout ça est contenu dans le PAG. Il y a des projets phares du PAG que nous avons également. Il y a le projet H, à lui seul qui fait près de 3 000 milliards sur les 9 000 milliards qui est recherché. Il y a H qui fait près de 3 000 milliards à mobiliser pour l'atteindre. Ça fait 4 services. Aujourd'hui, nous sommes en train, il y a deux produits qui marchent déjà. Il y a les microcrédits qui ne souffrent de rien. Ça fait de 25 000 femmes déjà qui en ont bénéficié. Et ça continue chaque jour, les chiffres évoluent. Il y a également l'assurance maladie dont la phase pilote a été lancée dans 3 zones. Aujourd'hui, si vous allez à Golodjigbe, vous allez aujourd'hui à Alada, vous allez à Wake, Djougou, Kopago, Dassa, vous allez, ceux qui sont des pauvres et extrêmes pauvres aujourd'hui, ils peuvent se faire soigner gratuitement du début jusqu'à la fin. Ça se passe au Bénin. Les gens ne savent pas, c'est le PAG. Et donc, je crois que c'est juste parce que ce gouvernement ne veut pas se montrer égoïste en vendant chaque fois tout ce qui se fait. Et donc, il faut saluer le comité qui est chargé de la mobilisation des ressources, mais leur rappeler que bientôt ça va faire 3 ans et qu'il y a encore du boulot. Très bien. Oui, François. Ce que vous voudrais rappeler, mon confrère a bien raison. Il faut dire quand même que ça demeure un exploit. Parce que, en termes de mobilisation de ressources, parce qu'il faut préciser, le ministre Biotchane a parlé de 140% de ressources publiques. Il faut dire que les institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale, la BAD, ainsi de suite, tout ce qui a comme agence de coopération, la Banque islamique de développement, ces dernières années, en 3 ans, ont sorti de leur guichet public énormément d'argent pour assister le Bénin. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le ministre Biotchane a rappelé, d'ailleurs, a invité ses partenaires
à mobiliser maintenant leur guichet privé. C'est-à-dire c'est un peu comme si quand vous avez une carte de crédit, il y a un plafond. Il y a un plafond qu'on calcule, pas parce que vous êtes un mauvais emprunteur, ainsi de suite, mais simplement par rapport à certaines données macroéconomiques, vous ne pouvez plus aller, en tout cas pour le moment, plus haut. Donc c'est pourquoi le gouvernement insistait dans cette réunion à ce que les partenaires techniques et financiers mobilisent leur guichet privé. Parce que la plupart de ces institutions ont un guichet, généralement un guichet public, un guichet privé. Pourquoi un guichet public? Pour donner des prêts à des taux concessionnels, 3%, 2%, ainsi de suite. Et un guichet privé pour investir concrètement avec des taux un peu plus élevés, mais toujours moins élevés que les taux habituels sur le marché. Et ça va souvent à destination des partenariats publics-privés. Et le ministre Biotiani l'a précisé, parce que à ce niveau de mobilisation des ressources, c'est ce dont nous avons besoin en ce moment même. La Banque mondiale a la Société financière internationale, qui est on va dire en griffe, la banque privée de la Banque mondiale, qui est prête à nouer ses partenariats. La BAD aussi en a. La plupart de ces institutions des guichets privés. Donc c'était un appel d'air que le gouvernement faisait. Voilà, par rapport à ce que nous avions proposé, montré. Voilà où nous en sommes. La belle preuve, la coopération se passe bien. Maintenant, nous voulons aller un peu plus loin et il serait de bon ton, puisque nous sommes dans une relation de confiance, que vous nous aidiez à explorer d'autres pistes, à nous ouvrir d'autres guichets préférentiels, parce que c'est pas à tous les pays qu'on ouvre ça, parce que, encore une fois, il faut dissocier, parce que même si on vous oriente sur des guichets privés, la dette reste la même. Donc si on ne peut pas vous assister un peu plus sur le guichet public, parce que vous avez atteint un certain plafond, il faudra bien trouver le moyen de justifier qu'on vous complète encore cette enveloppe d'un autre côté, parce que quand vous agrégez tout, la dette reste ce qu'elle est, parce qu'il on ne peut pas, une même institution ne peut pas dissocier ces deux guichets au moment de faire le compte final. Donc je pense quand même que cette demande du gouvernement n'est pas tombée dans les oreilles de sourds, et que compte tenu de la confiance que ces partenaires témoignent au gouvernement béninois, et de la rigueur qui est mise dans la conduite des réformes aussi institutionnelles que en infrastructure, en transformation structurelle. Je pense que ça devrait suivre et aider le gouvernement à boucler le reste des financements. Et ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est que quand même le Bénin a mis la main à la poche, parce qu'on parle de 17%. 17%, ça fait à peu près 400 milliards. C'est quand même colossal. Les gens se disent souvent on tend la main, mais le gouvernement arrive quand même à mobiliser nos ressources propres dans cette histoire. Et je pense que le marché sous-régional aussi a été à un moment très sollicité. On l'a laissé un peu respirer. Je pense que dans quelques mois, le Bénin va revenir, parce qu'il y a des projets qui sont là, qui ont besoin de ressources. Et le Bénin, je pense que tous les feux sont ouverts. Maintenant, en 3 ans, le gouvernement a su montrer sa technicité dans la mobilisation des ressources. On est même allé pour la première fois avec des guichets commerciaux qu'on n'a jamais fréquentés. Donc je pense que on peut y arriver. On peut y arriver. Jandel Etienne Gressogbe, est-ce qu'il y a espoir que le gouvernement arrive à mobiliser, ou sinon arrive à 100% de mobilisation pour le PAG? Il y a espoir, et on doit espérer au regard de ce qu'on a vu depuis qu'on a présenté le PAG jusqu'à aujourd'hui. Et le travail qui est fait prouve qu'on peut espérer qu'au terme du mandat présidentiel, qu'on arrive à mobiliser à 100% les ressources. C'est d'ailleurs notre souhait, et ça doit être le vœu de tout Béninois. C'est vrai que par le passé, il y a quelques leaders politiques qui ont demandé à ces institutions-là de ne plus faire confiance à notre pays, mais heureusement, ces institutions-là ont compris que ce qui se fait à l'interne, c'est de qualité. Et ce n'est pas les paroles mielleuses qui vont amener ces institutions-là à faire confiance au Bénin, mais c'est le travail sur le terrain. C'est la qualité. Et parle justement de travail. Vous savez, il y a parfois des incrédules. Des gens nous suivent actuellement, rien qu'à voir le sujet à l'écran, on se dit, mais oui, on a mobilisé. Vous dites avoir mobilisé ça, mais comment est-ce que nous on le sent? Quels sont les indicateurs qui permettent de quantifier sur le terrain? Il a mis le doigt sur Arche, par exemple, les programmes de microcrédit. Comment est-ce qu'on ressent un peu justement la matérialisation du PAG? Celui qui veut sentir que le PAG est en marche, il quitte sa chambre,
il prend sa moto, son vélo ou sa voiture, il circule quelques mètres dans sa commune. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui se fait. Quelle commune au Bénin ici n'a pas bénéficié du projet asphaltage? Il n'y a pas. Aujourd'hui, on a le projet ACES qui entre dans sa phase active aujourd'hui, ou qui accompagne la mise en œuvre du projet H, où celui qui est extrêmement pauvre, lorsqu'il est malade, on peut le prendre en charge à 0 francs, de façon gratuite. Il y a Maria Greta. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le pays. Et c'est vrai, il y a des Béninois qui disent, mais en quelques années, on a assaini les finances publiques, on a lutté contre la corruption, mais les ressources là, ça, on les met où? Mais c'est ça. Lorsque on arrive aussi à mobiliser des ressources à l'interne, ça prouve qu'on ne tend pas uniquement la main, que nous-mêmes, on a la capacité de mobiliser des ressources à l'interne. Et lorsque les ressources sont mobilisées, qu'on les dépense normalement, comme cela se doit. Et donc ça doit encourager même les gens à payer les taxes, les impôts, pour donner les moyens nécessaires au gouvernement. Parce que si au thème du mandat, on n'arrive pas à mobiliser les ressources, bon, peut-être parce qu'il y a eu quelques difficultés, le gouvernement aurait pu faire ce qui est de son ressort. C'est pourquoi il est important que même le dernier des Béninois puisse jouer sa partition. Et donc, lorsqu'on crée un peu plus de taxes ou on demande de payer, il faut le faire. Il faut le faire pour accompagner le gouvernement à atteindre ces objectifs-là. Très bien. Félicien, pour arriver à la réalisation d'une partie ou de certains projets du PAG, il faut le financement. Est-ce qu'il y a espoir que le gouvernement puisse arriver à 100% de mobilisation des ressources? Je disais tantôt qu'il faut maintenir donc la pression sur ceux qui sont chargés de mobiliser ces ressources. Toutefois, il ne faut pas occulter le fait que de 2016 à ce jour, où on a pu quand même obtenir 54%, il y a eu quand même des temps morts. Il faut pas l'ignorer. Il y a eu quand même des temps morts, il y a eu même des élections, il y a eu également même une longue durée au cours de laquelle les gens ont réalisé des études. Où la mobilisation n'avait pas encore commencé parce qu'il fallait finir les études d'abord, les soumettre aux partenaires. Je crois que toute l'année 2016 pratiquement, même en début 2017, c'est rien que des études qui se faisaient. Or, sans les études, on ne peut pas mobiliser des financements. Donc, si déjà des gens ont pu quand même atteindre ce taux de mobilisation, il y a espoir bien sûr qu'ils y arrivent. Toutefois, il faut leur maintenir la pression pour qu'ils ne baissent pas les bras. Et vous avez tout à l'heure posé une question à M. Glessougbé, la question selon laquelle, comment est-ce qu'on peut sentir effectivement que le PAG est vraiment en œuvre, qu'on a déjà mobilisé 54%, mais que, vous savez, il y a des plaintes qui revenaient depuis 2016 de plus en plus, et c'est qu'on ne trouve pas manger, il y a un peu de l'argent dans le pays, mais quand vous prenez l'année 2019, vous entendez moins ça. Le Béninois est quelqu'un qui n'aime pas dire ça va bien, tout va bien, mais depuis 2019, on entend moins, il n'y a pas d'argent, ça ne va pas au marché. Lorsque vous allez aujourd'hui à Datopa, ou bien vous allez à la Sojema, on va vous sortir les statistiques, on vous dit qu'il y a eu plus de demandes de boutiques, de stands qu'avant. Et qu'il y a eu une augmentation de personnes qui ont été donc installées dans les marchés plus qu'avant. Si ça ne va pas, les gens ne vont pas s'installer. Lorsque vous allez au niveau des SFD, des systèmes financiers décentralisés, on va vous dire que le nombre de personnes, le nombre de bénéficiaires de crédit, à leur niveau, je ne parle pas de microcrédit, ça dit c'est ceux qui sont dans les privés, on vous dit qu'il y a eu une forte demande. Et il y a des remboursements qui se font. Et vous-même, quand vous sillonnez le pays, vous voyez un peu, quand vous voyez les véhicules de l'île sillonner, quand vous voyez les gens changer de moto, les gens construisent les étages, les maisons poussent, quand vous voyez tout ça, vous sentez en réalité que ça va mieux. Jusque le Béninois est quelqu'un qui n'aime pas dire tout va bien, on se porte très bien, tout va bien, non. Mais en réalité, ça va beaucoup mieux. Et les gens le sentent. On a eu le résultat au niveau du sport, je l'ai dit tout à l'heure. C'est quand même un résultat. C'est le PAG déjà. Donc je crois que les gens le sentent, juste qu'ils ne veulent pas le dire. Alors, pour finir, François-Xavier Noumon, on va peut-être inviter les PTF à continuer à accompagner le gouvernement, non? Oui. Bon. Et aussi les citoyens à accompagner de leur mieux l'exécutif. Les PTF, ce qui importe pour eux, c'est la faisabilité du projet qu'ils ont mis sur la table. D'ailleurs, on parlait d'études. Le rapporteur de ce comité de mobilisation des ressources, Johannes Dayon, l'a répété. C'est-à-dire que tous les projets
toutes les études de faisabilité pour les partenariats PPP sont bouclées à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, il ne reste plus qu'à discuter des conditions de financement. La faisabilité a été évaluée, ainsi de suite. Donc je pense que là, on est aussi à une période charnière. Je pense qu'on peut, qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que le gouvernement réussisse à transformer l'essai encore une fois pour permettre quand même au PAG de passer à la vitesse à une vitesse de croisière, encore que le projet asphaltage est bien lancé. Le projet asphaltage, c'est pas moins de 900 milliards de nos francs, c'est colossal. On a l'aéroport de Glodjigbe, on a le Grand Nokwe, comment on appelle les périodes de la période de désenclavement de la berge a commencé. Donc il faut dire qu'il y a de grands projets qui sont mis en branle, même si pour le moment certaines sont en sourdine, simplement parce que ce gouvernement nous a habitués à ne pas faire de bruit. Ce gouvernement nous a habitués à parler au travers des actes concrets sur le terrain. Donc je pense que tous les feux sont ouverts pour que nous puissions continuer sur cette lancée et que les populations sentent au jour le jour une transformation dans leur vie quotidienne.